Alors, je vous propose de finir cette conférence avec un dossier d'endocrinologie pure et dure, euh, sur lequel vous avez planché certainement, et je vous propose qu'on le lise ensemble. Il s'agit maintenant d'un homme de 30 ans qui consulte pour infertilité et fatigue depuis plusieurs mois. Il a de plus mal à la tête et il se plaint de sueur. Vous êtes frappé par la morphologie du patient qui a des arcades sourcilières épaisses, un prognatisme, un ventre proéminent, une syphose dorsale. Alors comme il a une infertilité, vous examinez les organes génitaux externes, cet examen est normal. En revanche, à l'examen, vous avez une hypertension artérielle, 160-95 mm de mercure. Vous palpez l'abdomen parce que vous faites un examen complet, comme on doit le faire à l'ECN et dans la pratique. Et vous mettez en évidence une hépatosplénomégalie à la palpation. Par ailleurs, vous avez un tégument infiltré de couleur cireuse. Énoncé court, mais quel est votre diagnostic? Donc, quelle est votre hypothèse diagnostique justifiée? Ça sera la première question. Deuxième question, quels examens vous permettent de confirmer le diagnostic? Troisième question, quels autres examens hormonaux demandez-vous dans le cadre de ce diagnostic? Décrivez l'image suivante. Donc là, nous avons une image que nous reverrons, que vous avez vue et qu'on reverra à la correction dans un instant. Compte tenu de ce que vous montre l'image que nous avons vue, quelles complications craignez-vous? Comment les rechercher? Sixième question, votre patient vous signale qu'il a fait 2 crises de colique néphrétique récemment. Alors là, vous vous dites, mais quel rapport? Quel rapport? Alors, on n'est pas en train de vous faire un dossier transversal à la noix où on a 2 pathologies qui n'ont rien à voir. Il peut s'agir d'un dossier transversal, mais en tout cas, la pathologie dont on va parler ici a un rapport avec ce qui précède. Vous devez en être convaincu. Un bilan phosphocalcique qui a été réalisé donne les résultats suivants. Calcémie 12,65 mmol par litre, c'est une hypercalcémie. Phosphorémie 0,7 mmol par litre, c'est une hypophosphorémie. Petit a, quelles sont les principales causes d'hypercalcémie? C'est du court, facile. Petit b, quel est l'examen biologique le plus pertinent pour étayer votre diagnostic? Là, on va vous demander de faire un choix. Pas facile. Septième question, le diagnostic d'hyperparathyroïdie primitive est établi. Donc là, on vous a donné le diagnostic. Déjà, si vous ne saviez rien sur les causes d'hypercalcémie, eh bien, si vous aviez mis hyperparathyroïdie primitive, eh bien, vous aurez au moins trouvé une des causes. Quels sont les résultats des examens biologiques qui vous ont permis d'établir ce diagnostic? Quels examens complémentaires singuliers au pluriel doivent être réalisés pour évaluer le retentissement de cette pathologie? Neuvièmement, vous décidez de faire opérer le patient pour le traitement de cette hypercalcémie. Pourquoi? Quels examens peuvent-ils être utiles en préopératoire pour guider le chirurgien? Dixième question, ces examens reviennent négatifs. Remettez-vous en question votre décision de faire opérer le patient. Il y a là un message essentiel auquel il faut penser. J'espère que vous avez tout de suite su répondre à cette question. Sinon, il faut que vous reteniez le message que je vais vous donner tout à l'heure. Et 10e et 11e question, quel diagnostic général suspectez-vous chez ce patient? Autrement dit, là, le message c'est, on a vu qu'il y avait un problème hormonal endocrinien, hypophysaire, on va voir ça. Vous avez vu qu'il y avait une imagerie hypophysaire, donc on est dans l'hypophyse. On a vu qu'il y avait une hyperparathyroïdie primitive. La question c'est un quiz très simple, soit on sait, soit on ne sait pas. Est-ce qu'on connaît une maladie qui associe l'hyperparathyroïdie primitive et l'adénohypophysaire de manière non fortuite? Soit on connaît, soit on ne connaît pas. Quel examen complémentaire demandez-vous pour l'étayer? Bien ça, on verra. Soit on sait, soit on ne sait pas. C'est assez facile également. Alors, quel est le diagnostic? Bien, c'est une acromégalie. On pouvait s'en douter devant un syndrome dysmorphique et une organomégalie. Également des céphalées qui sont liées à l'adénome. Des sueurs qui sont liées également à l'acromégalie et à la sécrétion exagérée de GH, puisque l'acromégalie, c'est une hypersécrétion de GH, l'hormone de croissance. Et puis, on a vu une hypertension artérielle,
Je ne l'ai pas coté parce que c'est un petit élément supplémentaire. L'acromégalie donne des hypertensions artérielles secondaires. Donc ça peut s'intégrer dans le tableau, mais enfin, c'est pas ça qui vous donne le diagnostic, encore une fois, mais vous pouvez le mettre dans une telle question, parce que c'est un petit élément supplémentaire, mais les éléments importants, c'était vraiment le syndrome dysmorphique, l'organomégalie et les céphalées et les sueurs, qui sont des éléments très évocateurs également d'acromégalie. Alors, la deuxième partie de la réponse, c'était que c'est possiblement associé à une insuffisance santé hypophysaire. Insuffisance gonadotrope, point d'interrogation devant l'infertilité, qui peut être liée donc à une insuffisance gonadotrope et qui peut aussi être liée à d'autres causes. Dans le cadre de l'anémie hypophysaire, on le verra tout à l'heure. Y a-t-il une insuffisance thyréotrope? Eh bien, on vous oriente un petit peu vers ce diagnostic devant le tégument infiltré et la couleur cireuse. Y a-t-il une insuffisance corticotrope? Eh bien, on vous orientait peut-être vers cela en vous parlant de fatigue. Cela dit, la fatigue, c'est très peu spécifique, donc on ne peut pas, sur ces éléments-là, dire qu'il y a une insuffisance corticotrope. Donc je pense que la seule chose qui aurait pu être cotée ici, outre l'acromégalie et ce qui permettait de faire le diagnostic, c'était de mettre possible insuffisance santé hypophysaire et de citer éventuellement donc ce qu'on a dit, l'infertilité, tégument infiltré, couleur cireuse et fatigue. Quels examens vous permettent de confirmer le diagnostic? Donc je rappelle que là on veut poser un diagnostic d'acromégalie. Eh bien, pour poser ce diagnostic, il y a très peu d'examens finalement. Premier examen, c'est hormonal. N'oubliez jamais qu'en endocrinologie, on commence par doser les hormones. Si les hormones sont anormales, on va vers l'imagerie. Donc là, il fallait faire une GH de base et surtout lors de l'AGPO. Alors c'est quoi l'AGPO? Eh bien, on donne du glucosé au patient. On donne du glucose au patient, du sucre au patient. Et normalement, la GH doit être freinée. Je vous rappelle que la GH est une hormone de contre-régulation, c'est-à-dire que la GH a un effet hyperglycémiant et qu'inversement, si on est en hyperglycémie, eh bien, elle doit diminuer. Voilà le principe de la GPO. La GH doit être freinée. Quand elle n'est pas freinée, vous pouvez poser le diagnostic d'acromégalie. C'est le test diagnostique, c'est vraiment la GPO sur la GH. Ensuite, on pouvait demander une IGF-1, j'aurais pu le mettre en deuxième, c'est encore un examen hormonal. L'IGF-1, c'est ce qui est fabriqué suite à l'action de la GH. Donc c'est indirectement témoin d'une sécrétion de GH. Donc une IGF-1 élevée est un bon test de dépistage, mais c'est pas sur ça que vous faites le diagnostic, c'est l'AGPO qui permet de faire le diagnostic. Et l'IRM hypophysaire vous confirme l'existence de l'adénome hypophysaire. Donc l'AGPO sur GH vous donne le diagnostic d'acromégalie en montrant qu'il n'y a pas de freinage, donc c'est mal freiné. L'IGF-1 vous donne un peu l'importance de cette acromégalie en quelque sorte. Plus l'IGF-1 est élevé, plus c'est grave en général. Et l'IRM hypophysaire vous donne également la confirmation qu'il s'agit bien d'un adénome hypophysaire, qui est là, très 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 loin la principale cause d'acromégalie. On oubliera les autres causes pour le CN. C'est un adénome hypophysaire, donc l'IRM va vous le confirmer et va vous montrer un peu l'importance de cet adénome. Est-ce qu'il menace les structures avoisinantes? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants sur l'image. Quels autres examens demandez-vous sur le plan hormonal? Et là, je voudrais vous rappeler qu'en endocrinologie, c'est facile. Il y a des hypersécrétions et il y a des défauts de sécrétion. Donc là, on a commencé par l'hypersécrétion, puisque là, il s'agissait d'un adénome à GH. Maintenant, il faut penser aux axes hypophysaires sur lesquels l'adénome peut retentir et entraîner un déficit de sécrétion d'hormones. Et là, il faut être systématique. C'est facile si on est systématique. On étudie les autres axes hormonaux, gonadotropes, corticotropes, thyréotropes et lactotropes. Il y a un cinquième axe, c'est somatotrope.
la GH, mais on ne va pas chercher un déficit en GH alors qu'on a montré qu'il y a une hypersécrétion de GH. Alors vous devez connaître les principaux tests qui permettent d'évaluer les fonctions hormonales hypophysaires. Pour la gonadotrope, c'est une testostérone de base, une FSH et une LH. Vous connaissez les principes. On a une diminution de la sécrétion de FSH-LH par l'hypophyse. Par conséquent, on a une diminution de la testostérone. Donc, le tableau, c'est FSH-LH, testostérone bas. Ou bien une testostérone basse avec une FSH et une LH inadaptée, c'est-à-dire normale. Ça vous témoignerait d'une insuffisance gonadotrope. Quand on a un doute, on peut faire un test au LHRH, donc un test dynamique. Là, c'est un test testostérone FSH de LH, ce sont des tests de base. Test dynamique du test au LHRH, ça consiste à stimuler les organes génitaux, à stimuler l'hypophyse par de la LHRH. Si l'hypophyse fonctionne normalement sur la gonadotrope, on fabriquera de la LH-FSH, il y aura une réponse. En cas d'insuffisance gonadotrope, les LH-FSH ne vont pas répondre à la LHRH, ou mal répondre. Deuxième axe, c'est étudier l'axe corticotrope. Donc là également, on a un test de base qui est le cortisol. Maintenant, ce cortisol, s'il est effondré, on peut affirmer le diagnostic. S'il est élevé, et vous devez retenir à valeur de 20 microgrammes par litre, dans ce cas-là, le diagnostic d'insuffisance corticotrope est éliminé. Entre les deux, si votre cortisol est autour de 5, 10 ou même 15, on ne peut pas conclure. Et dans ce cas-là, il faut faire un test au synactène, qui est le test dynamique, qui consiste à stimuler le surrénal avec de l'ACTH. Si vous avez une réponse positive, vous éliminez l'insuffisance corticotrope. Si la réponse est négative, donc vos surrénales ne répondent pas, eh bien c'est qu'il y a une insuffisance corticotrope. Il y a d'autres tests dynamiques que je n'ai pas cités ici, parce qu'on ne les fait pas en pratique, qui sont l'hypoglycémie insulinique. On injecte de l'insuline, et normalement, le cortisol, qui est une hormone de contre-régulation, doit augmenter s'il n'y a pas d'insuffisance corticotrope. Il y a également le test au CRH, qui est une hormone normalement hypothalamique. Il faut stimuler l'hypophyse avec le CRH. Si vous avez une augmentation de la CTH et du cortisol convenablement, eh bien, c'est que vous avez une fonction corticotrope préservée. Si, en revanche, la CTH n'augmente pas bien avec le CRH et le cortisol non plus, c'est que vous avez un déficit corticotrope. Le dernier test que vous verrez dans vos polycopiés est le test à la métopyrone, qui est également un test dans lequel on doit voir une augmentation du cortisol et de la CTH quand on administre de la métopyrone. Si la réponse est insuffisante, eh bien, c'est qu'on a une insuffisance corticotrope. Ces tests ne se font pas tellement en pratique, mais vous devez pouvoir les citer. Pour l'axe thyréotrope, eh bien, rien de plus simple, vous dosez la T4, qui, si elle est abaissée, vous témoigne d'une insuffisance thyréotrope. La TSH peut être dosée, mais on peut avoir une insuffisance thyréotrope à TSH normale. Donc, ce qui vous permet de faire le diagnostic d'insuffisance thyréotrope, c'est une T4 diminuée avec une TSH qui est basse ou normale. Et puis, l'insuffisance lactotrope, donc dans ce cas-là, c'est la prolactine que vous dosez, qui, si elle est diminuée, vous permet de dire qu'il y a un défaut de sécrétion de prolactine. Elle peut également être augmentée, soit dans le cadre d'un adénome à prolactine. Ici, on a un adénome somatotrope, un adénome à GH, pas un adénome à prolactine. Elle peut être également augmentée en cas de déconnexion, c'est-à-dire si l'adénome hypophysaire comprime la tige pituitaire. Dans ce cas-là, on peut avoir une hyperprolactinémie qu'on appelle une hyperprolactinémie de déconnexion. Donc pensez simplement à demander des examens pour rechercher les insuffisances sur ces 4 axes, et essentiellement ceux que j'ai mis ici, que j'ai cotés: testo, FSH, LH pour gonadotrope, cortisol de base et synactène pour corticotrope, T4 libre pour l'insuffisance thyréotrope. Décrivez l'image suivante. Alors là, si vous n'avez jamais vu diarrhée hypophysaire, vous êtes un peu perdu. C'est pour ça que je vous propose un schéma, quelque chose d'extrêmement simple,
Pour bien comprendre ce qu'on peut voir sur une imagerie hypophysaire, je vous propose un schéma qui représente une coupe coronale, l'équivalent d'une coupe coronale d'hypophyse. Vous voyez ici l'hypophyse au milieu, qui est facile à repérer puisqu'elle se trouve entre les deux sinus caverneux. Pour repérer les deux sinus caverneux, eh bien, on repère le noir qui est au milieu, qui représente la carotide. Les rapports de l'hypophyse en haut, eh bien, c'est le chiasma optique. En bas, les sinus phénoïdaux. Et vous voyez ici, au-dessus de l'hypophyse, la tige pituitaire. Il faut savoir que à l'intérieur des sinus caverneux, il y a certaines structures qui passent. Il y a les nerfs crâniens, le 3, le 4, le 5-1, le 5-2 et le 6, des deux côtés. Donc voyons maintenant les choses sur la vraie coupe d'IRM, on pense dans le grand bain. On recherche donc les carotides, qui sont faciles à avoir, c'est le noir ici et ici, qui donc se trouve à l'intérieur du sinus caverneux, et entre les deux carotides, on va retrouver l'hypophyse. Une hypophyse saine, normalement, serait délimitée ici par ces deux lignes. Vous voyez donc qu'elle n'est pas saine et qu'il s'agit d'un adénome hypophysaire qui s'étend vers le haut, qui est très proche du chiasma optique, que vous voyez ici en vert. Et vous voyez également que l'adénome hypophysaire se prolonge vers le côté et qu'il entoure, on peut dire, le sinus caverneux droit. Donc, la description qu'il fallait donner est la suivante. Il s'agit d'une IRM hypophysaire sans injection de gadolinium, en coupe coronale, qu'elle vous montre une image de macroadénome, bien sûr hypophysaire, qui soulève, ou qui affleure, ou qui soulève, on pouvait quasiment dire ici, le chiasma optique, avec une invasion où ça entoure ou ça envahit le sinus caverneux droit, et une invasion, on l'a vu tout à l'heure, du sinus phénoïdal à cet endroit-là, vers le bas. Donc pensez toujours devant une imagerie hypophysaire à dire que vous voyez un adénome, si vous le voyez, et à parler, même si on ne vous demande pas, des rapports avec le chiasma, les sinus caverneux et les sinus phénoïdaux. Question 5. Plus facile que l'imagerie. Compte tenu de ce que vous montre l'image, quelles complications craignez-vous? Comment le rechercher? Eh bien, on craint l'atteinte du champ visuel puisque, on a dit, l'adénome monte vers le chiasma. Pour ça, on fait un champ visuel de Goldman. On craint une atteinte du sinus caverneux droit, puisque je vous l'ai dit, ça envahit, ça entoure, ça envahit le sinus caverneux droit. Donc c'est tout simplement une recherche clinique des atteintes des nerfs crâniens. Et là, c'est du court. Il faut savoir, je vous l'ai dit, que dans le sinus caverneux passent les nerfs 3, 4, 6. Donc on recherche des troubles oculomoteurs et on recherche des troubles de la sensibilité du visage, puisque la sensibilité du visage est liée au nerf 5 qui passe en partie dans le sinus caverneux. Les points à retenir à ce niveau, avant de passer à la suite, c'est, devant un bilan d'adénome hypophysaire, on cherche toujours des signes d'hypersécrétion, des signes d'insuffisance, on les a vus tout à l'heure, des signes morphologiques, c'est-à-dire l'IRM hypophysaire, on précise les rapports, je l'ai dit, de l'adénome avec les structures avoisinantes, et notamment donc les rapports visuels, et les rapports visuels sont également évalués par le champ visuel. Donc 4 choses systématiques: l'hypersécrétion, l'insuffisance associée, la morphologie avec l'IRM hypophysaire et le visuel avec un champ visuel, surtout si c'est un macroadénome. Ensuite, après avoir fait le bilan lui-même, il faut penser, c'est redondant avec ce que j'ai dit, mais quand on pense adénome, on pense bilan et on pense complications. Les complications de l'adénome, c'est l'insuffisance antéhypophysaire. Donc c'est redondant avec ce que j'ai dit, penser systématiquement à faire un bilan des insuffisances. Et ces insuffisances peuvent être liées à plusieurs choses. Soit fonctionnelles. Si par exemple vous avez une hyperprolactinémie, eh bien ça peut entraîner une diminution de la sécrétion FSH-LH. Donc on a une insuffisance gonadotrophe secondaire à l'hyperprolactinémie. Deuxième possibilité pour les insuffisances,
c'est directement l'envahissement des cellules hypophysaires. Par exemple, vous avez un adénome à GH qui comprime les cellules avoisinantes et qui vont entraîner une insuffisance gonadotrope ou thyréotrope par compression. Troisième possibilité, vous avez une compression de la tige pituitaire qui interrompt les relations entre l'hypothalamus et l'hypothalamique. Donc vous avez en quelque sorte une insuffisance hypothalamique qui va se développer en raison de la compression de la tige pituitaire. Donc dans les complications, il y a l'insuffisance hypophysaire, il y a ensuite l'envahissement des structures avoisinantes, on l'a vu. Troisième complication gravissime qui est une urgence absolue, l'apoplexie hypophysaire, qui survient soit dans un contexte de nécrose hémorragique, soit d'hémorragie d'adénome. Il faut la suspecter systématiquement chez un patient ou une patiente qui a un adénome hypophysaire et qui a de façon brutale des céphalées, des troubles visuels, voire un véritable tableau d'hypertension intracrânienne. Donc quand on pense hypophyse, on pense à un bilan et on pense à complications. Les différents adénomes qu'on peut rencontrer, eh bien, ça peut être des adénomes lactotropes, adénome à prolactine, corticotropes, qui donneraient donc des hypercorticismes, un excès de fabrication d'hormones de glucocorticoïdes, hormones somatotropes, c'est le dossier d'aujourd'hui, adénome gonadotrope, qui sera asymptomatique en général, mais donc qui se met en évidence en montrant qu'il y a une hypersécrétion de FSH-LH, et puis c'est l'anatomopathologie qui nous montre que c'est le gonadotrope qui ont entraîné la fabrication de l'adénome. Et enfin, donc l'adénome somatotrope qui apparaît 2 fois ici, c'est une erreur. Donc lactotrope, corticotrope, somatotrope et gonadotrope, voilà les adénomes hypophysaires que vous pouvez rencontrer, en sachant que certains peuvent également ne rien sécréter, et donc seront un diagnostic d'imagerie, et confirmé à l'anatomopathologie si un jour vous devez opérer le patient. Devant une suspicion d'adénome hypophysaire, on fait des tests de base, on les a vus, mais je vous les rappelle ici. Prolactine, FSH, LH, oestradiol, testostérone, T4, IGF-1. Donc si vous avez un adénome et que vous ne savez pas de quoi il s'agit, on fait d'abord des tests de base, et on fait ensuite éventuellement des tests dynamiques, avec le synactène sur le cortisol, donc à la recherche d'une insuffisance corticotrope, LH-RH sur FSH-LH à la recherche d'une insuffisance gonadotrope, HGPO sur GH à la recherche d'une hypersécrétion de GH, TRH sur prolactine TSH, ça c'est un peu plus anecdotique, on les fait beaucoup moins aujourd'hui, ils permettent de rechercher un adénome à prolactine, de chercher des arguments pour l'adénome à prolactine, ou encore pour un adénome thyréotrope, ou encore pour chercher une insuffisance thyréotrope. Si vous stimulez avec la TRH l'hypophyse, eh bien, dans l'insuffisance thyréotrope, la TSH ne répond pas. Cela dit, c'est pas un test que l'on fait maintenant de façon régulière, c'est pour ça que je vais assez vite là-dessus. Et enfin, le test au LH-RH sur FSH-LH, qui vous permettrait de rechercher de façon fine une insuffisance gonadotrope. Donc pensez au mot-clé test de base et au mot-clé test dynamique. Je n'ai pas cité ici les tests qui concernent l'hypercorticisme, qui consiste à faire des tests de freinage du cortisol. Il y a des tests de freinage minute qui consistent à administrer du cortisol une fois à minuit et à doser le cortisol le matin et à voir si ça a bien freiné. Il y a des tests de freinage fort que je ne veux pas développer ici parce que je pense qu'ils doivent faire l'objet d'un dossier à part entière. Le prolactinome, je vous en dis quelques mots simplement parce que c'est l'adénome hypophysaire probablement le plus fréquent, donc ça peut tomber. Ça se révèle par des spanioménorrhées, une aménorrhée, galactorrhée, stérilité, donc tous les troubles gynécologiques. La prolactine prolactine dans le sang vous permet d'en faire le diagnostic. Sachez que le taux est corrélé à la taille de l'adénome. Quand on a une prolactine au-delà de 200 nanogrammes par millilitre avec un macroadénome, eh bien, on peut poser le diagnostic de macroadénome à prolactine. En revanche, si la prolactine est modérément élevée alors qu'on a un macroadénome, probablement qu'il s'agit d'un adénome d'une autre cause, un adénome corticotrope par exemple, avec
une déconnexion. Je vous rappelle que la déconnexion de la tige pituitaire, donc la compression de la tige pituitaire, entraîne une hyperprolactinémie. Eh bien, si vous avez un énorme adénome et que paradoxalement la prolactine n'est pas très élevée, c'est probablement pas l'adénome à prolactine, mais plutôt un adénome d'une autre cause qui entraîne une petite hyperprolactinémie de déconnexion. Rappelez-vous que l'adénome à prolactine peut s'associer à une hypersécrétion de GH. C'est pour ça qu'il faut vraiment le rechercher avec les tests appropriés. Donc IGF-1 systématique et au moindre doute une AGPO sur la GH qui est, je vous répète, le test diagnostic de l'hypersécrétion de GH. Et le traitement médical, le traitement du macroadénome, c'est avant tout un traitement médical. On ne se précipite pas à opérer un adénome à prolactine. Les adénomes à prolactine peuvent fondre littéralement, rapidement, avec un traitement, les agonistes dopaminergiques qu'on appelle le Parlodel ou encore le Dostidex, qui sont les traitements utilisés aujourd'hui. Ça, c'est pour le traitement du macroadénome. Et le traitement du microadénome peut être soit chirurgical, soit médical, ça dépend des équipes. Quand c'est médical, c'est encore une fois les agonistes dopaminergiques. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le prolactinome, qui est une tumeur, un adénome fréquent et qui peut tomber potentiellement à l'ECN. Sixième question, on revient à la suite du dossier. Votre patient vous signale qu'il a fait 2 crises de colique néphrétique récemment. Un bilan phosphocalcique a été réalisé et donne les résultats suivants. Calcémie 2,65 mmol par litre, phosphorémie 0,7. Donc on a hypophosphorémie. Là, vous n'avez qu'à vous faire guider par la question. Question de cours, quelles sont les principales causes d'hypercalcémie? Alors là, retenez qu'il y en a 2 grandes qui sont l'hyperparathyroïdie primitive et le myélome. Ces 2 causes représentent 85% des causes d'hypercalcémie. Quand vous parlez d'hyperpara, vous devez penser à 2 choses. Vous devez penser à adénome parathyroïdien et vous devez penser à hyperplasie des parathyroïdiennes. Dans le premier cas, eh bien, c'est une boule d'un adénome parathyroïdien. Dans le deuxième cas, c'est les 2 parathyroïdes qui sont malades. Le myélome, donc, est la deuxième grande cause. Ensuite, vous avez des causes telles que l'intoxication à la vitamine D ou à la vitamine A. Les granulomatoses, comme la sarcoïdose, peuvent donner des hypercalcémies. Et puis, bon, de façon un peu moins importante, l'immobilisation prolongée. Il y a d'autres causes d'hypercalcémie, mais beaucoup plus anecdotiques. Quel est l'examen biologique le plus pertinent pour étudier vos diagnostics? Je vous rappelle que vous êtes dans un cas d'hypercalcémie avec hypophosphorémie. Et ça doit faire tilt dans votre tête. Hypercalcémie, hypophosphorémie. Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une hyperparathyroïdie? La suite de l'énoncé vous le dit, de toute façon, vous le savez. Maintenant, à ce stade-là, vous devez déjà l'évoquer. Et l'examen le plus pertinent, c'est la PTH. PTH, le fragment 1,84, qui, s'il est élevé ou normal, alors que la calcémie est élevée, vous permet de faire le diagnostic d'hyperparathyroïdie. On le voit là. Donc le diagnostic d'hyperparathyroïdie est établi. Qu'est-ce qui vous a permis de le faire, ce diagnostic? C'est ce que je vous disais à un instant. C'est qu'il y a une hypercalcémie et que la PTH est inadaptée, c'est-à-dire qu'elle est normale ou élevée. Normalement, en cas d'hypercalcémie, chez quelqu'un de normal, qui n'a pas d'hyperpara, la PTH doit baisser. Et puis hypophosphorémie. Donc c'est le tableau hypercalcémie, hypophosphorémie, avec PTH inadapté qui vous permet de faire le diagnostic. Quels examens, ou singulier au pluriel, complémentaires doivent être réalisés pour évaluer le retentissement de cette pathologie? On est dans un cas d'hypercalcémie, et on sait que l'hypercalcémie, ça peut toucher quoi? Ça peut toucher les os. L'hypercalcémie peut être associée à des anomalies des os, l'ostéoporose, ça peut être associé à des anomalies rénales et des voies urinaires. Donc il faut demander une calciurie qui n'est pas proprement parlé un examen du retentissement, mais je l'ai quand même mis dans cette question. Si vous ne l'avez mis nulle part, il faut que ça apparaisse quelque part dans le dossier d'hyperparathyroïdie. La créatininémie qui peut témoigner d'une insuffisance rénale dans le cas d'une hypercalcémie ancienne qui peut entraîner une néphrocalcinose, une insuffisance rénale. L'échographie rénale et des voies urinaires qui recherchent des lithiases urinaires, qui sont des conséquences de l'hypercalcémie. Et l'ostéodensitométrie qui recherche une ostéoporose qui peut être associée à l'hypercalcémie, l'hyperparathyroïdie. Et puis l'électrocardiogramme de repos, puisque vous savez que l'hypercalcémie peut donner des troubles cardiaques. Donc dans le retentissement, vous pensez aux reins, aux os et au cœur.
On aurait pu également mettre divers types de radiographie osseuse. Je vous propose de le mettre sur une copie de CN parce que ça sera peut-être coté. Aujourd'hui, l'ostéodensitométrie est l'examen qu'on demande systématiquement. Les radiographies osseuses sont un peu moins demandées dans le contexte d'une hyperparathyroïdie, mais mettez-le tout de même au cas où ça faisait partie de la grille. Neuvièmement, vous décidez de faire opérer le patient pour le traitement de cette hypercalcémie. Pourquoi ? Alors là, ça peut paraître une question un peu farfelue. Vous pourriez dire, il a une hypercalcémie, je le traite. Eh bien, derrière cette question, il y a un message. C'est qu'on ne traite pas toutes les hyperparathyroïdies, chirurgicalement en tout cas. Il y a des recommandations et une des circonstances dans lesquelles on doit traiter l'hypercalcémie, c'est quand elle est symptomatique. Je vous rappelle que ce patient fait des coliques néphrétiques et que ça prouve que ce patient a fait des symptômes en rapport avec cette hypercalcémie. Quels examens peuvent être utiles en préopératoire pour guider le chirurgien? Alors là, j'insiste sur la notion être utile. Vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, il fallait répondre échographie cervicale et scintigraphie au MIBI. Ces deux examens vous permettent de rechercher un adénome parathyroïdien qui serait visible en échographie, donc et en scintigraphie au MIBI. Mais ces examens ne sont pas indispensables aux chirurgiens. C'est pour ça que je dis bien, ils peuvent être utiles. Il y a des équipes qui ne pratiquent aucun examen complémentaire pour visualiser les parathyroïdes en préopératoire. Donc vous devez connaître les examens utiles, mais en précisant éventuellement que ces examens ne sont pas forcément indispensables. Ces examens reviennent négatifs, donc ce qui veut dire que l'échographie n'a rien trouvé, n'a pas trouvé d'adénome parathyroïdien, la scintigraphie est normale. Remettez-vous en question votre décision de faire opérer la patiente. Si oui, pourquoi? Sinon, en quoi consistera l'intervention? Eh bien, ça rejoint ce que je disais avant. Le diagnostic d'hyperparathyroïdie est posé définitivement. Il passe sur une hypercalcémie, il a une PTH inadaptée, il a une hyperparathyroïdie. Le fait d'avoir des examens d'imagerie normaux ne remet pas en question le diagnostic et il faut opérer le patient s'il y a une indication opératoire. L'indication, je vous ai dit, c'est que c'était symptomatique et donc il faut opérer. La normalité de ces examens ne remet pas en question le diagnostic. La décision opératoire est maintenue. Vous voyez que c'est là l'essentiel des points. Cervicotomie exploratrice des 4 parathyroïdes. Donc ça, c'est le traitement qui sera fait et qui justifie qu'il n'y a pas finalement d'examen obligatoire à faire. C'est que de toute façon, le chirurgien doit examiner les 4 parathyroïdes pour rechercher s'il s'agit d'un adénome. Dans ce cas-là, c'est une exérèse de l'adénome. Ou s'il y a une hyperplasie, c'est-à-dire qu'il ne trouve pas d'adénome mais il a 4 parathyroïdes hyperplasiques. Dans ce cas-là, on fait une parathyroïdectomie subtotale, on laisse un tout petit peu de parathyroïde qui permettra de laisser une sécrétion naturelle de PTH et on enlève le reste donc des parathyroïdes. Quel diagnostic général suspectez-vous chez ce patient? Quel examen complémentaire demandez-vous pour l'étayer? Donc là, soit on sait, soit on ne sait pas. Il faut regrouper la première partie de ce dossier qui concernait un acromégalie, un adénome hypophysaire, et la deuxième partie de ce dossier qui concernait une hyperparathyroïdie. Et si vous vous en rappelez, mais ce n'était pas beaucoup de points dans cette grille, eh bien, on peut regrouper ces deux pathologies dans le cas des NEM, et particulièrement des NEM1, qui sont les endocrinopathies multiples, et qui peuvent donc comporter et une hyperparathyroïdie et un adénome hypophysaire. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un gène dont une mutation est connue et responsable de cette NEM1, c'est le gène de la ménine. Donc, quand on arrivait au bout du dossier, eh bien, on pouvait encore grappiller ces 5 points. Je vous l'accorde. Bon, il faut avoir de bonnes connaissances en D3, même en D4, pour penser à ce diagnostic. Mais de toute façon, vous n'étiez pas obligé réellement de connaître ce diagnostic de NEM pour faire les deux parties de ce dossier qui finalement étaient indépendantes. Alors, quelques éléments sur les causes d'hyperparathyroïdie. Sachez qu'elles peuvent être donc sporadiques ou familiales.
Quand elles sont familiales, eh bien, le plus souvent, elles s'intègrent dans le cadre d'une NEM. Alors ça peut être une NEM 1, comme on l'a vu aujourd'hui, ou bien dans le cadre d'un type 2. Alors la NEM 1, qu'est-ce que ça regroupe? Ça peut regrouper une hyperparathyroïdie, des anomalies des tumeurs du pancréas, comme un insulinome par exemple, et une tumeur hypophysaire comme un adénome. Le type 2, ça peut regrouper des anomalies, un cancer de la thyroïde, un cancer médulaire de la thyroïde, une hyperparathyroïdie et un phéochromocytome. Vous vous rappelez de ça avec ce petit moyen mnémotechnique, papa et tir parfait. Papa et tir parfait. Papa hyp, c'est le type 1. Tir parfait, c'est le type 2. Donc le plus souvent quand c'est familial, c'est dans le cadre des NEM. Plus rarement, il y a des formes familiales d'hyperparathyroïdie familiale isolée. Vous savez que l'hyperparathyroïdie peut être secondaire à une insuffisance secondaire, à une hypocalcémie, ça manque ici, ou tertiaire dans le cas d'une insuffisance rénale évoluée. Donc retenez, l'hyperpara peut être primaire, secondaire ou tertiaire. Je vous dis ça parce que lorsque vous posez le diagnostic, quand vous donnez le diagnostic, c'est très important de mettre derrière s'il s'agit bien d'une hyperparathyroïdie primitive. Ce que vous pouvez avoir comme dossier, c'est une hyperparathyroïdie primitive. Et n'oubliez pas de mettre le mot primitive ou primaire derrière. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des critères d'intervention pour décider si on intervient donc sur une hyperparathyroïdie. Ces critères d'intervention sont à peu près consensuels. On traite tout patient symptomatique, colique néphrétique, fracture liée à l'ostéoporose. Donc c'était le cas dans ce dossier. Tout patient âgé de moins de 50 ans avec une hyperparathyroïdie, donc théoriquement, doit être opéré. Lorsque la calcémie est importante, au-dessus de 2,75 mmol par litre ou 110 mg par litre. Lorsqu'il y a une calciurie importante, au-dessus de 400 mg par 24 heures ou 10 mmol par 24 heures. Vous comprenez maintenant pourquoi tout à l'heure, je vous avais demandé de mettre la calciurie quelque part. C'est parce qu'il faut la doser, ça va être un élément qui orientera dans certains cas vers le traitement. S'il y a une altération de la fonction rénale, on traite systématiquement l'hyperparathyroïdie, ce qui veut dire une diminution de la cléarance de la créatinine en dessous de 60 ml minute. Lorsqu'il y a une ostéopénie sévère, donc l'osteo-densitométrie est importante, c'est elle qui vous donne le T-score, et quel que soit le site qui est atteint par l'ostéopénie, s'il y a une ostéopénie, il faut sévère, il faut intervenir chirurgicalement. S'il y a une lithiase rénale ou néphrocalcinose, des épisodes antérieurs d'hypercalcémie aiguë, ce qui veut dire que le patient risque d'en refaire, donc il faut l'opérer, ou encore s'il y a un suivi aléatoire, si vous avez un patient dont vous pensez qu'il ne reviendra pas en consultation régulièrement, qu'il ne fera pas des calcémies de contrôle, dans ce cas, il faut l'opérer. Donc devant une hyperparathyroïdie primaire, autrement dit hypercalcémie, hypophosphorémie, PTH inadapté, eh bien, on opère le patient lorsque un des critères décrits ici est présent. Voilà pour ce dossier d'hyperparathyroïdie. On en a terminé avec les 5 dossiers de cette conférence d'endocrinologie. Retenez qu'on a vu aujourd'hui un dossier qui devrait vous avoir donné les messages importants sur les problèmes de dyslipidémie, sur les problèmes d'adénome hypophysaire, puisque vous avez une question d'internat sur les adénomes hypophysaires. Donc on a fait aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a traité d'acromégalie, sans entrer trop dans les détails de traitement de l'acromégalie. On a eu un dossier d'hypothyroïdie assez classique associé à une insuffisance surrénale. Donc les deux causes étaient rattachées par le contexte d'auto-immunité. Un dossier d'hyperthyroïdie, de thyroïdite subaiguë de De Kervin, et un dossier de diabétologie d'acidocétose métabolique assez typique. Donc, une première vue assez générale, mais de l'endocrinologie, qui vous permet maintenant de connaître pas mal de questions de cette spécialité. Je vous remercie de votre attention.